Je suis Jonas, je suis chargé de plaidoyer chez Umundi, qui a été connu pendant 60 ans comme SOS Fin, Belgique. Voilà. Je remercie Interréseau de m'avoir sollicité pour animer cette session de l'Assemblée générale. Si Interréseau m'a invité, c'est parce qu'en fait j'ai réalisé une publication que je vous partagerai dans le chat par après sur justement l'utilisation de ce terme, et comme vous l'avez bien dit, qui est dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc mon point d'entrée, c'était la réutilisation de ce terme et son dévoiement par l'extrême droite, et donc qui en fait pose énormément de questions sur c'est quoi en fait la souveraineté alimentaire. Donc je pense qu'effectivement l'Assemblée générale c'est une occasion effectivement de discuter entre membres pour préciser ça, et en plus effectivement ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une dynamique, enfin dans une ligne directrice avec ce grain de sel. Voilà, donc concrètement pour cette session, je vais vous présenter rapidement quelques enjeux que j'ai mis en lumière dans cette publication, qui me permettra ensuite de passer la parole. J'introduirai les quatre intervenants et intervenantes. Chacune auront 10 minutes pour s'exprimer sur des sujets. Voilà, on a 3 organisations ouest-africaines, une organisation représentée là par une française, mais en tout cas c'est Via Campesina, voilà, donc une organisation globale, mais là avec son antenne européenne. Donc le titre de cette session, de cette table ronde, donc souveraineté, sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, du Centre et en Europe, quelle appropriation et quelle place pour les organisations d'appui aux producteurs. Premièrement, une rapide clarification. Donc, je pense que ça semble assez évident pour tout le monde, mais entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire, il y a quand même tout un monde. Donc, je vais, voilà, pour rappel très rapide, mais la sécurité alimentaire, ça a été, c'est une notion assez formelle réalisée par la FAO, et donc qui est un indicateur assez quantitatif sur la question de la faim. Donc il y a 6 piliers sur cette sécurité alimentaire, et le problème est que c'est une vision qui est adoptée par l'ensemble des institutions internationales, et qui se base surtout sur, on va dire rapidement, sur l'apport calorique et d'un pays donné ou d'une région donnée, mais qui ne prend pas en compte, par exemple, l'origine des aliments, les politiques agricoles, la façon dont elles ont été produites. Et donc c'est une notion qui est largement compatible avec la logique du libre marché, la libre circulation des marchandises et la spécialisation des systèmes de production. Donc in fine, c'est un concept qui peut avoir d'un intérêt. Pour autant, de nombreuses limites, mais notamment le fait que ça ne résout pas la question de la pauvreté et en milieu rural et du monde agricole. Le concept de souveraineté alimentaire, à la différence, il a été développé, donc on trouve son occurrence dès les années 80 en Amérique centrale, et notamment dans des lois mexicaines dès les années 80, et donc il a été ensuite réutilisé et mis en avant par et plus largement théorisé par la Via Campesina dès 1996. Et là, on a affaire à un concept qui remet en cause les cadres normatifs et commerciaux, et qui avait un peu conduit, disons, à une dépolitisation de l'enjeu alimentaire. Donc la différence avec la sécurité alimentaire, c'est que c'est bien un concept politique et altermondialiste. On y reviendra. Et donc, depuis, ce qui pose beaucoup de questions, c'est que depuis 2020, on commence à voir ce concept revenir au devant de la scène, et notamment dans des pays riches comme la France ou l'Italie. Et il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu 25% d'inflation en 2-3 ans, on a vu des ruptures d'approvisionnement. Donc c'est quand même des signaux assez clairs que le système de libre-échange en matière agricole, ça ne fonctionne pas. Et donc les pays même riches se sont rendus compte qu'ils pouvaient être aussi perdants de cette mondialisation, et donc il y a eu un peu ce réaccaparement ou ce dévoiement de la souveraineté alimentaire.
Et donc on a clairement un gros paradoxe, c'est qu'à la base on avait en 1996 un concept qui était altermondialiste, et on se retrouve en 2025 où on a des gouvernements comme en France ou en Italie, où voilà, l'Italie c'est on peut appeler un chat, c'est un gouvernement néofasciste qui a de son ministère qui s'appelle ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le même cas pour la France. Et donc un peu la question c'est comment on en est arrivé là. Et donc comme ça a été dit en amont, le concept est tellement dynamique que en fait il a fini par vouloir dire tout et son contraire. Avant de présenter la parole, moi je voudrais soulever peut-être deux trois peut-être ambivalences de ce concept que moi j'avais mis en lumière dans ma publication. Comment la question qui est défendue notamment, la vision qui est défendue par le gouvernement, par exemple italien, qui a une politique de repli sur soi, d'isolement, de rejet de l'altérité, comment en fait peut être compatible avec la souveraineté alimentaire, et on peut voir que des concepts comme le local, comme le terroir, où on met en scène les agriculteurs, sont largement utilisés dans ce récit-là, et donc voilà, la souveraineté alimentaire à la base c'est quand même c'est pas une question de repli en fait, et il y a une idée de limiter les échanges et la dépendance. Cela dit, ça n'est pas antinomique avec le commerce international. Donc il y a peut-être cette idée aussi d'articulation entre souveraineté alimentaire et commerce international qui est peu claire. Une autre question que je soulève aussi, c'est sur la question de l'autonomie et de la démocratie. Donc la souveraineté alimentaire, c'est de se réapproprier ses politiques agricoles, et l'idée de pouvoir pour un pays de mettre en place des politiques agricoles comme elle le souhaite. On sait tous et toutes que avec des institutions comme l'OMC, ça a été un peu vidé de sa substance, et en gros peu de pays ont réellement un libre arbitre. Mais toujours est-il que entre un État central et des communautés indigènes autochtones, il y a souvent un gros gap, un gros fossé. Et au final, qui décide, quand on parle de souveraineté alimentaire, qui c'est qui décide réellement? Est-ce que c'est l'État central? Est-ce que ce sont des communautés indigènes? Et donc voilà, cette question aussi de qui est souverain dans la souveraineté alimentaire, ça peut être laissé à la libre interprétation. Donc là aussi, je pense qu'il y a une idée il y a peut-être une lacune ou quelque chose qui mériterait d'être précisé pour pouvoir préciser le concept. Et ensuite, enfin, dernièrement, c'est peut-être sur la question du modèle agricole. Quelle est la compatibilité de la souveraineté alimentaire avec des modèles agricoles dominants? Et donc, par exemple, la souveraineté alimentaire s'est joint au mouvement agroécologique dès 2015. Voilà. Quelle est l'inclusion? Est-ce qu'il y a une injonction à aller vers des systèmes type agroécologique, ou est-ce qu'il y a une volonté, une ouverture à des systèmes qui sont moins agroécologiques? Voilà, donc c'est peut-être cette question du modèle agricole, et comment la souveraineté alimentaire peut ou ne peut pas inclure des modèles agricoles plus conventionnels, disons. Voilà, c'est un peu peut-être les trois questions que on peut mettre en débat. Pour introduire, pour ce panel, on a 4 intervenantes. Donc la première personne qui interviendra, c'est Ibrahima Dia, docteur Ibrahima Dia, donc socio-économiste sur la stratégie alimentaire du Sénégal. Il est l'auteur d'un policy brief qui vous a été transmis, il me semble, par mail. On peut vous le mettre dans le chat par après, pour l'IPAR. La deuxième personne, c'est Alimata Traoré, donc présidente de la Convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire au Mali, et donc qui nous parlera aussi pas mal du rôle des femmes rurales pour défendre et mettre en place des mesures concrètes qui favorisent la souveraineté alimentaire. On aura ensuite Isidore Della, directeur du Bureau national et de la transformation au Burkina Faso, et donc qui est effectivement, comme ça a été dit, co-partenaire de Interréseau sur le prochain grain de sel. Et ensuite, on aura Geneviève Savigny pour la voix européenne, qui est ancienne éleveuse de volailles fermières dans les Alpes de Haute-Provence, donc dans le sud-est de la France, et ancienne membre de la coordination européenne de Via Campesina. Geneviève est par ailleurs membre du groupe de travail des Nations Unies sur le droit des paysans et des personnes travaillant dans les zones rurales, donc le UNDROP.